Et donc, voilà, l'enregistrement a dû commencer. Donc, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver avec la Fabrique des communs pédagogiques pour ce, si je ne me trompe pas, 19e webinaire depuis le début de ces rendez-vous de la classe dehors. Donc, merci à tous d'être présents. Je suis Laure Pilot de la Fabrique des communs pédagogiques. Voilà, donc j'anime ces rendez-vous mensuels où on a la très grande chance de recevoir des invités de grande qualité. Aujourd'hui, c'est Marielle Agboton. Donc, comme je vous disais, chacun est invité à se présenter dans le chat. Je vais aussi vous mettre la prise de notes dans le pad quand Marielle commencera à parler si certains d'entre vous veulent participer. Voilà, le site aussi, le wiki de la Fabrique des communs pédagogiques, donc classe dehors, classe-dehors.org, où il y aura souvent peut-être des renvois qui seront faits, au fur et à mesure des questions notamment. Je vous rappelle que donc, ce webinaire nous occupe une fois par mois. Et donc, au titre de la programmation, le 31 mars 2025, qui est un lundi cette fois-ci, on recevra pardon, j'ai un peu perdu ma voix ce matin en formation. Alexiane Spanu, du Graine Poitou-Charentes, qui nous présentera ses travaux sur l'inclusion en classe dehors. Donc voilà, une expérience très intéressante qu'elle a menée avec des professionnels sur le terrain et qui sont super et donc qui rentrent tout à fait dans les objectifs de notre webinaire qui a pour vocation de monter en compétences en tant que professionnel de l'éducation nationale, du monde associatif de l'éducation, bref, tous ceux qui accompagnent les enfants dehors au quotidien. Pour faire terminer ce petit tour d'horizon de l'actualité de la Fabrique des communs pédagogiques, donc je vous rappelle que les rencontres internationales de la classe dehors auront lieu du 14 au 21 mai à Marseille, du 14 au 17 mai au parc du 26e centenaire pour les rencontres interprofessionnelles et ensuite du 14 au 21 mai cette fois-ci pour l'opération Les enfants enchantent Marseille qui consiste à faire de Marseille une ville à hauteur d'enfant pendant une semaine et qui s'adresse aux enseignants et aux animateurs, aux accompagnants d'enfants marseillais et de la région, alors que les rencontres interprofessionnelles s'adressent à tous les acteurs en France et au-delà, puisqu'il y aura même un parcours international, et donc principalement les spécificités de la FAPEDA, hein, qui sont de réunir les acteurs de l'éducation, de la maternelle au supérieur, et même cette année de la petite enfance, les acteurs de l'éducation populaire, les acteurs de l'éducation à l'environnement, et puis, spécificité par rapport à Poitiers, un focus très fort pour les acteurs, fait sur les acteurs de l'éducation artistique et culturelle, l'EAC, dont il sera question avec notamment notre invité d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ces rencontres auront pour invité d'honneur l'eau, qui est un élément central, notamment dans le cadre de l'année de la mer. Et puis également, l'Italie sera invitée d'honneur. Donc vous pouvez encore, là c'est vraiment les derniers moments, déposer des propositions d'ateliers sur le site de l'événement et vous avez une programmation qui est déjà en ligne à ce titre. Voilà. Et donc le webinaire d'aujourd'hui propose de réfléchir à la place de la marche en classe dehors et pour cela on a la grande chance de recevoir Marielle Agboton qui est coordinatrice des actions vers les publics au bureau des guides du GR 2013 de Marseille. Marielle, je te laisserai présenter un petit peu les objectifs de l'asso. Avant de te laisser la parole, j'aimerais introduire en quelques mots le contexte de l'invitation qui t'a été faite par la Fabrique des communs pédagogiques, puisque la marche, c'est souvent, et c'était le cas notamment ce matin, je raconte un peu ma vie de formatrice, je formais donc des étudiants, des futurs enseignants à la classe dehors dans le cadre d'une conférence formation. Et on a l'habitude souvent d'aborder pour commencer les écueils, les peurs, les dangers, les complexités de mettre en place la démarche. Et à chaque fois, ça ne manque pas. Les déplacements font partie des choses qui, de la maternelle à l'université, semblent
poser problème aux collègues. C'est vraiment vu comme un frein à la pratique, très souvent. Soit les lieux sont trop loin, soit on n'a pas beaucoup de temps et donc même si c'est à côté, il va falloir se déplacer rapidement. Il risque d'y avoir du bazar, donc des problèmes de discipline potentiellement, ou encore une trop grande fatigue des enfants. Dont on pense percevoir, disons, une sorte de peu d'endurance face à l'exercice de la marche, etc., etc. Les arguments sont nombreux pour présenter les déplacements comme quelque chose de compliqué, alors que bien souvent, on est face à des gens, face à des collègues qui ont une conscience très vive du fait que la pédagogie tête-corps-cœur, hein, telle que développée par Pestalozzi depuis très longtemps, et puis plus récemment par beaucoup de praticiens, notamment et de théoriciens, pardon, notamment à l'Université de Montpellier, cette pédagogie tête-corps-cœur qui a tendance à rattacher les apprentissages au corps, à leur redonner une corporéité. Et à ce titre, je vous renvoie à un excellent numéro des cahiers pédagogiques paru très récemment sur ce thème. Alors donc, on est face à des gens qui sont vraiment habitués à lier les apprentissages au corps. On sent que la marche, ça reste quelque chose qui bloque un peu. Voilà. Donc, on propose aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup discuté avec le bureau des guides et parce que depuis la dernière fois où l'OFB était l'invité, on a décidé de mettre comme ça un coup de projecteur à chaque séance sur des partenaires vraiment fondamentaux des futures rencontres de Marseille. On a voulu donner la parole à cette association qui nous semble, en fait, à l'heure de l'Anthropocène, donner une interprétation très intéressante de ce qu'ont mis en place les pédagogues depuis la fin du 19e siècle, puisque j'ai découvert, je pourrais vous montrer à l'occasion d'une discussion, la, la couverture d'un livre, d'un manuel scolaire des années 40 à la BNF ce week-end, où il était question donc de la classe de sciences naturelles en classe promenade. Et en fouillant un peu, ce qui est généralement présenté comme la grande spécificité de la pédagogie Freinet, donc ce pédagogue qui a commencé à travailler dans les années 20 et qui a fondé, suite à son éviction de l'éducation nationale avec sa femme Élise, une école à Vence, pas très loin de là où Marielle travaille. Eh bien, cette pratique de la classe promenade, elle est en réalité plus ancienne. Elle remonte du point de vue théorique à Lucien Gachon, un géographe français qui l'a beaucoup théorisé donc. Et même avant, dès immédiatement après les lois Ferry, on voit que la classe promenade, donc l'idée de sortir avec les enfants et de les faire discuter de leur environnement, date en fait donc de la fin du 19e et est particulièrement encouragée pour tout ce qui a trait à l'époque les sciences naturelles. Donc voilà, la leçon de choses, cette observation du vivant, l'étude du milieu est vraiment préconisée dans les programmes scolaires. Et on a à ce titre une rupture qui est en train de se réparer sur cet enseignement de la promenade, de la déambulation, de la marche avec les enseignements scolaires. Voilà. Donc aujourd'hui, avec l'exemple du bureau des guides, on va voir que ce mouvement et ces déplacements sont possiblement à relier à d'autres types d'apports pédagogiques, d'autres types de découvertes, et notamment en éducation artistique et culturelle, en EAC, avec l'exemple du programme Lire les sentiers, dont Marielle, je vais te laisser la main, tu vas pouvoir nous parler tout de suite. Et je te donne les droits de présentateur. Hop, excuse-moi, il faut juste que je te retrouve dans la liste des participants. En tout cas, merci beaucoup Laure de m'avoir invitée et merci à la FAPEDA. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux, hein, j'essaye de ne pas regarder. Donc, moi, je suis Marielle Agboton, j'assure une partie de la programmation des balades, la coordination EAC, comme l'a expliqué Laure, et les projets d'édition au sein du bureau des guides. En 20 minutes, je vais tenter de vous raconter rapidement comment le sentier est né, puisqu'on s'appelle le bureau des guides du GR 2013, et que GR 2013, ça vaut pour grande randonnée.
Et puis je vais esquisser le rapport qu'on a développé ces dernières années à l'éducation artistique et culturelle à travers 3 projets. Je vais m'attarder plus sur Lire les sentiers. Je vous parlerai également de Construire la ville et Enquête de terre, 2 projets un peu plus récents. Voilà. Alors, je vais mettre le diapo. Pendant que tu installes le PowerPoint, donc je reprends vos questions, j'y réponds au fur et à mesure dans le chat. N'hésitez pas à les poser pendant que Marielle vous expose ce qu'elle a envie de vous raconter. Et puis bien sûr, il y a un temps pour les questions après ce que Marielle nous dit, hein. C'est prévu. Voilà. Donc je réponds aux questions dans le chat et ensuite, c'est parti. C'est à toi, Marielle. Merci. Donc, alors, par quoi commencer? Marcher, ça nous aide à quoi? À nous sentir vivants, hein, déjà. Et puis, nous, on a constaté qu'on n'avait pas forcément besoin d'être dans la nature et que l'urbain fonctionnait aussi très bien en mode éducatif. Parce que oui, on peut trouver le nord grâce à la mousse des arbres, mais on peut aussi le faire grâce aux paraboles et aux toits d'usines. Et oui, j'y reviendrai peut-être plus tard. Marcher d'un point A à un point B, on le fait tous les jours, mais durant les balades que le bureau des guides propose, il s'agit de quelque chose d'un peu différent. On prend le temps de découvrir, de se rencontrer, de regarder les balises, ces balises qu'on n'avait jamais vues, parce que le GR 2013 est un sentier métropolitain, donc il passe par les villes et par des endroits qu'on a souvent l'habitude d'arpenter quand on habite les Bouches-du-Rhône. Et du coup, le sentier peut être vu aussi comme une sorte de grand jeu de piste. Ce sentier, donc je vous mets la petite affiche, vous reconnaîtrez peut-être les illustrations donc, un peu anciennes qui rappellent les excursionnistes marseillais qui sont donc des personnes qui allaient marcher non loin en fait de leur lieu de vie au quotidien en se déplaçant, en prenant, à l'époque c'était pas les TER, mais en prenant des tramways pour aller marcher non loin de Marseille. Le sentier donc, du GR 2013, qui est un sentier métropolitain, il a été créé en 2013, donc ce n'est pas le GR 13 qui se trouve dans le Morvan, qui existe aussi. Et c'est un sentier qui passe par 38 communes des Bouches-du-Rhône. Donc il a été créé en 2013 lors de Marseille Capitale culturelle européenne, qui était un gros événement il y a plus de 10 ans. Comme j'ai cru comprendre que plein de personnes qui nous écoutaient n'étaient pas forcément du coin, je vous montre le tracé du sentier. Donc ce sentier, il fait 365 km, facile à retenir, 21 jours de marche à peu près, et il circule entre 38 communes des Bouches-du-Rhône. Donc il est balisé, hein, c'est un vrai sentier, avec son topo guide, on peut l'arpenter par soi-même tout au long de l'année. Je vous montre quelques paysages qui appartiennent au GR 2013, histoire que ça vous donne un peu un imaginaire. Là, par exemple, on est sur le plateau de l'Arbois. Et oui, il ne fait pas toujours beau à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Là, on est à Vitrolles, non loin du stadium, et on voit des Bourouges au loin. Là, on est à Martigues, à La Vera. Et là, on est à Marseille, aux Égalades. Donc, oula, je vais un peu trop vite. Donc, la création du bureau des guides, donc le sentier est né en 2013 et la création du bureau des guides a été faite 2 ans plus tard. Le bureau des guides qui n'en est pas vraiment un au sens de la montagne du bureau des guides, mais quand même un petit peu, puisque c'est une manière de mutualiser ses connaissances, des savoir-faire et de continuer l'animation de ce sentier. Donc en 10 ans, il y a eu énormément de marches, de conférences, de rendez-vous insolites qui ont été organisés au sein de ces 38 communes et un petit peu ailleurs. Et puis, pardon. Et puis forcément, en 2020, le Covid passe et paf, on rajeunit un peu. Et oui, forcément.
Suite au Covid, on a eu une demande accrue de la part des professeurs, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à proposer le programme Lire les sentiers, dont je vais vous parler juste après. Donc ce projet, on l'a co-construit grâce à la DAC, la délégation académique à l'action culturelle, et à 2 personnes qui m'ont beaucoup aidée, Fanny Bernard, conseillère livre, et Nadia Bestagne, qui est professeure relais. Lire les sentiers, voilà. Donc là, vous pouvez le voir à l'image, ça commence toujours dans une cour d'école. Et pour nous, c'est important de montrer la carte, car le principe de ces balades, c'est qu'elles partent de l'établissement à pied. On ne s'embête pas à commencer à prendre le bus, etc. On part de l'établissement à pied. Vu que le sentier fait 365 km, je vous laisse imaginer le nombre d'établissements que l'on peut croiser sur le sentier, que ça aille des écoles au collège et même au lycée. Pour faciliter forcément la sortie, on distribue des tablettes et ce qu'on appelle des roadbooks, qui sont des petits livrets en fait, qui accompagnent les élèves durant la marche. Et puis après, on laisse la magie opérer. Durant toute la marche, donc ça dure une journée, ça nous amène on ponctue ça donc de différents petits ateliers, et on est amené à rencontrer des personnes qui font la ville, des personnes qui travaillent, mais aussi des artistes dans des lieux insolites, comme là la cabane Georgina, des artistes qui disent des choses étranges. Et on est même amené à faire des fois des rencontres gustatives. Bref, durant ces marches, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de faire attention aux choses auxquelles on n'avait jamais peut-être fait attention en passant à côté. Même à Marseille, à Marseille et ailleurs, hein, même dans des espaces périurbains, il y a toujours des espaces naturels, donc c'est l'occasion d'observer la nature, qui est souvent plus proche qu'on ne le croit, puis de découvrir les choses un petit peu autrement, en faisant davantage confiance aussi à ses camarades et en explorant avec d'autres sens. L'idée, alors je vous ai dit au début, le sentier il est balisé, donc on est un peu aussi sur un jeu de piste. À partir du moment où on explique le système des balises, ça devient hyper stimulant aussi pour les élèves de pouvoir guider à leur tour la balade. Forcément, durant la journée, il y a forcément des petites collections qui apparaissent, hein. Et des fois, quand on peut emporter les choses, il y a aussi des collections qui peuvent être faites différemment. Mais c'est assez addictif. Durant ces marches, on voit bien le diaporama, hein, parce que je m'appuie vraiment dessus. Ouais. Je le demande un peu tard. Durant ces marches aussi, on essaye de faire de la lecture de paysages. Mais souvent, c'est sûr qu'on a l'impression que la géographie est peut-être la matière la plus simple à utiliser en sortie nature, mais au final, on peut faire un petit peu de tout. On peut aussi faire du français, composer un poème pour Marseille, quand on est près des lettres de Marseille, ces grandes lettres qu'on peut trouver à Foresta. Plein de systèmes, même de haïku, d'ailleurs, qu'on a découvert grâce à Ismaël Zosso de HEP Vaud, qu'on avait rencontré lors des rencontres en 2023 à Poitiers. Donc voilà, merci les rencontres, ça permet aussi d'échanger des choses, de les réintégrer, de pouvoir enrichir en fait sa proposition. Donc là, c'est une proposition de haïku à 360 avec lecture du paysage à 360 et composition d'un haïku. Donc voilà, pour les profs de français, par exemple.
Et puis après, bon, bah voilà, on laisse aller sa créativité, vraiment de l'expression. Tout ça, toutes les différentes activités en fait qu'on fait durant la journée et qui sont complétées au fur et à mesure donc sur ce petit roadbook donnent lieu après à une carte sensible qui est réalisée par les élèves. Donc là, c'est vraiment l'idée de remettre un petit peu les connaissances de la journée, de les spatialiser et de les faire descendre. Et puis aussi de parler de cartes sensibles. Une carte, c'est toujours subjectif. Donc l'idée aussi, c'est de transmettre ça aux élèves et de leur montrer qu'eux aussi peuvent réaliser des cartes en faisant ressortir des éléments qui les ont touchés durant la journée. Donc c'est une manière aussi d'ancrer les connaissances en faisant cette carte. Quand on fait ces sorties, nous on a cette année, on ne l'avait pas fait les années précédentes, mais on a demandé aux élèves un peu ce qu'ils avaient retenu de la marche en leur transmettant un petit questionnaire. On a été agréablement surpris parce qu'en fait, les adultes ne répondent jamais au questionnaire, mais les enfants, ils adorent en fait parce qu'on leur demande rarement leur avis. Et quand ils ont l'occasion de le faire, ils sont hyper heureux. Et il y a beaucoup d'élèves en fait qui pendant ces balades ont vraiment retenu la beauté des paysages, la description d'endroits qui les ont marqués, les plantes comestibles aussi qu'ils ont pu découvrir ou goûter, les bruits qu'ils peuvent entendre, que ce soit dans la nature ou même dans un environnement urbain, juste le fait de faire le silence, de se concentrer, de pouvoir lire les différentes couches sonores, ça en fait ça les marque. Et puis ils évoquent aussi leur expérience physique de la marche. Ils sont contents en fait quand on leur annonce le nombre de kilomètres qu'ils ont pu parcourir durant la journée. Souvent ils sont surpris. Les balades elles font maximum peut-être 8 kilomètres. Mais 8 kilomètres, pour eux, ça paraît énorme. Tout le monde peut le faire, en fait. Plusieurs aussi sont marqués beaucoup par les moments de convivialité qu'ils peuvent avoir entre eux. Et ça ressurgit aussi sur les professeurs qui souvent découvrent leurs élèves un peu différemment durant la marche, durant les temps de pique-nique, durant les temps plus informels. En fait, il y a certains élèves vraiment qui se révèlent. Et aussi, ce genre de sortie permet des croisements aussi avec des projets qui sont déjà en cours. Là, je prends l'exemple de cette professeure de français qu'on a eue à Martigues cette année et qui avait basé les haïkus durant la balade sur un projet d'écriture qu'elle avait déjà en cours avec une autre sortie EAC. Et ces écrits ont été présentés dans un théâtre à Aix-en-Provence. La thématique, c'était, je crois, le monde secret autour de la table. Et du coup, c'est bien que ça avait permis aux élèves de mêler leur expérience durant la marche à leur connaissance de l'actualité et du monde. Donc, elle a vraiment saisi, on va dire, cette marche pour réintégrer d'autres projets et pouvoir mixer. Voilà, donc là, je vous ai mis un diaporama de 2-3 petites citations aussi qu'on a eues suite au questionnaire de retour des élèves. Et voilà, c'est assez rigolo de voir que certains, en fait, ils ont bien aimé les 5 minutes de silence et puis aussi la pluie, ce qui pourrait nous paraître à première idée quelque chose de désagréable pour un élève. Et en fait, ce sont des choses qui les marquent. Voilà, il y en a qui ont envie aussi de retourner marcher et de faire le rôle de guide auprès de leur famille. Donc c'est aussi une manière un petit peu aussi d'emmener les parents et puis de leur faire découvrir autre chose. Voilà. Sur lire les sentiers, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis après, je prendrai d'autres questions. Je voulais vous parler d'un autre projet, si j'ai le temps, Laure. Ouais. Qui est un petit peu calqué sur ce même principe. Alors, je vais mettre l'autre. Hop. Ok. Donc, là, je voulais vous parler d'un autre projet qu'on mène également, qui s'appelle Construire la ville. Donc c'est un projet qui est mené, alors c'est plus pour des destinations des collégiens. C'est une exploration dans le quartier d'Euroméditerranée. Euroméditerranée, c'est un quartier à Marseille qui est en pleine transformation depuis 1995, qui est la date du début du projet Euroméditerranée.
Et cette balade introduit assez bien des thèmes qu'on aborde en 4e et 3e, la mondialisation, l'urbanisation, les paysages urbains. Ce quartier de Romède, c'est un mélange vraiment entre passé et futur, à chaque rue. Les élèves qui y habitent, donc que ce soit ceux qui viennent de collèges plus lointains ou que ce soit ceux qui participent et qui viennent de collèges situés vraiment à côté, ils fréquentent chaque jour du coup cet espace. C'est un espace là qui est en plein travaux, qui est assez dur en ce moment. Il y en a peu qui savent vraiment ce qui se joue en fait à l'échelle de la ville avec tous ces travaux. Donc avec cette balade, et grâce donc au guide là avec qui on l'a fait, qui s'appelle Raphaël Caïns, qui est lui-même architecte et paysagiste, les élèves apprennent à regarder un tout petit peu autrement leur environnement et à poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Ça leur permet par ce biais de comprendre davantage comment une ville se construit, comment elle évolue, et à poser leur propre opinion sur ces changements. Là, vraiment, dans cette balade, marcher, ça devient vraiment un outil pédagogique parce qu'on a besoin d'avancer, d'observer les changements, en fait. Le déplacement, il est utile pour comprendre vraiment l'avancée, en fait, d'une urbanisation dans la ville. Et à travers cette marche, on se pose des questions sur à quoi sert ce bâtiment, qui décide de son emplacement, pourquoi le toit d'une usine a cette forme. D'ailleurs, est-ce que vous le savez vous-même, les professeurs qui m'écoutent quels métiers sont impliqués quand on fait un projet dans une ville, puis des questions tout simples, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a sous le bitume? Est-ce qu'il y a le trou de la terre? Est-ce qu'il y a la boule de feu qu'on nous montre en SVT? Enfin, c'est des questions assez pratico-pratiques. Là, par exemple, sur l'usine, on est la photo que je vous montre. Les élèves donc, passent au sein du marché aux puces. Et donc, du coup, on explique pourquoi le bâtiment a cette forme et pourquoi, en fait, c'est un bâtiment qui est intelligent au niveau de sa construction. Là, ça fait appel à des notions de géographie puisque les fenêtres sont toujours dans une usine orientée au nord. Et donc, du coup, ça fait appel à des choses qu'on apprend en géographie, en SVT. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Ça permet de comprendre ça, enfin. On ne nous l'apprend pas pour nous embêter. Ça sert vraiment à quelque chose. Et puis, ils peuvent vraiment l'expérimenter dans leur corps en traversant cette usine. Effectivement, il y fait frais. Donc ça, c'est des connaissances qui restent quand on les expérimente dans son corps. Donc voilà, là je vous montre le petit trou parce qu'effectivement c'est toujours quelque chose de voir pendant les travaux qu'est-ce qui se passe en fait quand on a cassé le bitume, qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous. Et durant cette visite en fait, donc c'est une balade qui dure une demi-journée, on va rencontrer en fait différentes personnes qui font la ville, du géomètre au paysagiste, de l'ouvrier du BTP, aux urbanistes. Bref, il y a plein de métiers à découvrir et qui sont souvent absents de l'imaginaire des élèves, comme par exemple le rôle du politique dans la construction de la ville. Ça, souvent, ils l'oublient un petit peu. Et les moments les plus marquants pour eux dans cette balade, c'est aussi les moments d'imprévu, comme croiser un ouvrier, discuter avec un habitant, écouter quelqu'un qui connaît bien le quartier. Et quand la parole vient d'une autre personne que le professeur, l'attention des élèves s'aiguise. Désolée. En fait, ça leur fait du bien d'écouter quelqu'un d'autre que le professeur. Et apprendre, c'est aussi aller vers les autres, écouter, poser des questions, apprendre à récolter des infos. Et ça, ils le font très très bien en fait. À la fin de cette marche, aussi, pour expliquer un petit peu le déplacement, on prend de la hauteur, puisqu'on monte à l'intérieur d'une des grandes tours à Marseille, donc la tour de la Marseillaise, dans laquelle on a des complices de la métropole, qu'on remercie d'ailleurs grandement au passage. Et on regarde derrière un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru. Donc on passe vraiment du terrain à la carte et tout prend son sens en fait en termes de l'explication de l'urbanisation d'une ville. Là, ça devient vraiment très clair en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ce projet parce que pour nous, c'est vraiment une façon concrète aussi d'appréhender la ville, ses transformations et puis de raconter ce programme en fait de mondialisation, d'urbanisation qui est du coup au programme donc de la fin de cycle
au collège. Voilà. Et je termine très très rapidement par un dernier projet qu'on a commencé cette année. Ce projet, donc là, c'est avec des encore plus grands, puisque c'est une classe de CPES. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cursus post-bac qui fait le lien entre technique et général. Et donc, dans ce projet qui s'appelle Enquête de terre, on est parti en quête de terre. On s'est demandé pourquoi un quartier populaire est juste à côté de terres agricoles. Est-ce qu'on mange les légumes qui poussent ici? Comment une ville se construit autour de tout ça? Et puis, de manière globale, en fait, comment une ville pourrait mieux nous nourrir? C'était vraiment toutes ces questions un peu de nourricier, de subsistance, dans toutes les dimensions qu'elle peut englober. Et pendant 1 an, donc, ces élèves, accompagnés de leur super professeur Marc Rosmini, qui est un professeur de philosophie, eh bien, ils ont continué le projet en allant à la rencontre de plein d'acteurs du territoire. Des assos, des bénévoles de distribution alimentaire, des habitants, des agriculteurs. Ils ont exploré différents lieux, ils ont échangé, ils ont débattu pour se faire un peu une opinion citoyenne sur leur environnement et mener une réflexion en fait sur la manière dont on se nourrit, dont les agriculteurs disparaissent, dont on va choisir son métier plus tard. Toute cette enquête, ils vont le raconter le 16 mai prochain. Donc, si ça vous intrigue et que vous voulez voir concrètement ce que la marche et la rencontre avec l'extérieur et aussi la notion d'enquête peuvent changer chez les élèves, je vous invite le 16 mai. Donc, ce sera à Marseille, dans le quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e. Et ce jour-là, les élèves présenteront les résultats de leurs enquêtes sous forme d'une balade. Et ce sera dans le cadre des rencontres internationales de l'école dehors. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je rallume mon micro. Merci beaucoup, Marielle, pour toutes ces remarques. Tout le monde est bien content. C'est extra, super. Voilà. Je vous propose d'écrire vos questions. J'ai noté quelques petites choses. Notamment, tu as prononcé à quelques reprises le terme d'attention, qui me semble hyper intéressant. Est-ce que c'est un sujet que vous réfléchissez ou c'est vraiment de l'observation comme ça sur le terrain ou c'est des choses auxquelles vous êtes attentif pour le coup en amont? Comment ça se passe ce travail autour de l'attention? Alors, je dirais que c'est quelque chose qu'on travaille quand même depuis pas mal d'années. Et puis l'attention, ce que j'ai raconté par exemple, notamment dans le projet Construire la ville, l'attention, c'est aussi prêter attention à l'imprévu, quoi. Je veux dire, on a un paysagiste ou un géomètre qui est en train de manipuler un petit objet, c'est aussi lui prêter attention et puis se saisir de ce qui se passe. Alors, nous, on appelle ça le kairos. C'est le moment où on va être là à l'instant idéal et où on saisit cette opportunité. Exactement. Et c'est je me permets de j'ajoute, c'est cette notion du temps très grec entre le temps long, le temps quotidien et ce kairos, c'est cette synchronicité extrêmement précise qui est un concept très utile pour la classe dehors en général, je trouve, parce que ça peut être un géomètre ou ça peut être une abeille selon l'âge et ce qu'on est en train de faire, qui crée comme ça ce qu'on va essayer de faire à Marseille, c'est-à-dire la rencontre, qui sera une superposition, accumulation de kairos divers et variés, j'espère. Alors, par rapport aux questions, déjà, il y avait une question sur tes roadbooks. Tu en as montré un rapidement des collègues, des participants qui voulaient savoir si tu peux les voir quelque part, avoir quelques exemples en plus. Je ne sais pas si vous les avez sur le site ou. Alors, on ne les met pas à disposition, je crois, sur le site, mais après, je peux, à la demande, je peux montrer un petit peu comment on les produit. C'est des petits objets qui font cette taille, en fait, qui sont donc du A5. Et quand on les déplie, on arrive sur du A3. Donc, il y a d'un côté la carte sensible
qu'on va compléter. Et de l'autre côté, il y a tous les petites incitations du coup qu'on va remplir durant la journée. Est-ce que ce serait un peu... Il y a un journal qui s'appelle Le 1, comme ça, qui est en plusieurs... quand on le déplie, il y a une grande Ça affiche. peut. C'est un... Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, sur demande, une enseignante demandait aussi s'il existait d'autres bureaux en France, à Marseille. Alors, des bureaux des guides, non. Alors, nous, hein, comme je l'ai expliqué au début, c'est vraiment une blague, un bureau des guides du GR 2013. Enfin, une blague, entre guillemets, dans le sens où un bureau des guides, normalement, est constitué de personnes qui ont des brevets d'état d'encadrement. C'est des moniteurs de moyenne montagne. Nous, au sein de notre bureau des guides, ce sont des artistes marcheurs. Donc, pas grand-chose de forcément sportif. On est plus sur des personnes qui sont érudites et créatives à leur manière et qui ont chacune des centres d'intérêt, que ce soit par rapport à la botanique, à la cueillette, à l'architecture, à l'urbanisme, à la cartographie, et qui du coup proposent ces marches, qui ne sont pas des marches du coup sportives, puisqu'elles font maximum 10 km à la journée. Donc c'est pas très sportif. Des marches artistiques. Et je crois qu'aux rencontres, vous aurez une proposition de marche comme ça, où tu m'as dit que ce serait pas trop sportif. Voilà. Mais on peut garder le suspense dès que le programme sera publié pour voir ce que vous allez proposer, qui va être très beau et très poétique. Il y avait 2 questions sur les tout petits. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, comme on a un petit peu de temps, que ce soit Léa ou Priscilla, si vous souhaitez. Je pose vos questions et si vous voulez compléter, n'hésitez pas à allumer vos micros. Donc, Léa a demandé combien vous faisiez de kilomètres à la journée et si, Marielle, vous aviez déjà travaillé avec des maternelles. Et donc, Priscilla complété par, selon vous, combien de kilomètres on pouvait prévoir avec des petits de maternelle sur une demi-journée. Donc, Alors, sur le 3. nombre Sur le nombre de kilomètres, déjà, il faut savoir qu'un humain adulte, sur du plat, il marche entre 4 et 5 km/h. Déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez, mais ça aide à calibrer pas mal de choses. Il y a un tableau qui a été fait, hein, que je pourrais peut-être partager par la Fédération française de randonnée pédestre et qui dit selon les âges combien on peut marcher en fait. En gros, sur une journée, donc nous avec des adultes, c'est rare qu'on marche plus de 10 km parce qu'en fait on parle beaucoup dans nos balades, hein. On marche mais on aime bien parler, on aime bien s'arrêter, oh, un papillon, oh, une usine, donc on prend notre temps. Avec des enfants sur une journée, on peut marcher, moi je dirais maxi 7-8 km pour avoir le temps de parler, en sachant que les journées, elles sont courtes quand même avec les enfants. Avec des adultes, nous, on peut marcher de 9h à 18h, 19h, mais là, on est quand même calibré par les horaires de l'école. Donc, on est quand même plus sur du 9h, maxi 16h. Et sur une demi-journée, je vois une autre question, sur une demi-journée, du coup, tout dépend s'il y a un pique-nique, pas pique-nique, s'il y a le retour, etc. Si on pense la balade en forme de boucle, ou si on la pense en aller à pied, retour en bus, par exemple, ça peut être aussi une option. Et après, pour des maternelles, alors on nous a déjà demandé, au fur et à mesure des années, on rajeunit, hein, à partir de 2020, on est passé avec des lycéens, des collégiens, des primaires. Les maternelles, on n'y est pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'a pas encore. C'est pas un public qu'on a beaucoup exploré. En tout cas, on voit qu'il y a une demande. Ouais. Voilà. Une collègue dit, en prenant mon temps avec des grandes sections, j'ai fait 5-6 km en demi-journée. Waouh. Donc des grandes sections qui ont 5-6 ans, c'est top. Alors attendez, je pose la question du pipi. La question centrale des astuces. Et pardon, et Sandrine rajoute que les enfants sont entraînés puisqu'ils font classe dehors chaque semaine. Il y a peut-être ça aussi, la dimension d'entraînement entre un enfant qui marche jamais et un enfant qui serait plus habitué. Et après, la question du pipi. Ouais, alors ouais, je suis étonnée pour les grandes sections, effectivement. C'est peut-être une différence, effectivement. Après, on a l'habitude de marcher, on se rend compte que c'est pas si énorme, et puis du coup, on y va.
Et alors, pour répondre à la question du pipi, on a un artiste marcheur qui s'appelle Nicolas Mémin qui avait donné des sortes de masterclass pour les gens qui voulaient créer des sentiers. Et son premier conseil, c'était effectivement toujours penser au pipi room, et ouais, pour être confort. Et donc, du coup, bah là, ça suppose quand même de prévoir son coup, de se dire que peut-être dans les parcs, quand on fait la pause de midi, il y a souvent des toilettes. Après, il y a toujours aussi des commerçants quand même, enfin des bars, etc. Donc, c'est possible quand même de pouvoir rentrer quand c'est pas la classe entière qui a envie de faire pipi en même temps. En fait, on a Oui, toujours des possibilités quand même de s'arrêter. Souvent, les gens sont quand même sympas quand c'est des enfants. complètement. Et je pensais à ça pour les Marseillais, dans le cadre de Les Enfants chantent Marseille, l'association a créé des stickers qui vont être proposés aux commerçants qui acceptent que les enfants rentrent chez eux pour faire pipi, boire un verre d'eau. Et ça, c'est une initiative qui a lieu dans le cadre des rencontres, mais qui peut être déclinée dans toutes les villes. N'hésitez pas à regarder ce qui se passera à Marseille à ce moment-là. C'est vraiment ça, la ville aussi à hauteur d'enfant, c'est la ville où on peut faire pipi quand on a envie. Voilà. Priscilla rajoute que les petites sections ont besoin de dormir l'après-midi et donc voilà, qu'il faut qu'ils fassent la sieste après. Mais c'est très bien de faire la sieste après une rando de toute façon. Alors ensuite, sur ce que vous faites, il y avait une demande de précision sur l'atelier haïku avec le 360 degrés, si c'est possible de raconter un petit peu plus ce que vous faites. Alors, je vais le raconter, mais si Ismaël est toujours là, je lui passe C'est le pas le micro même parce que Ismaël. c'est quand même eux qui ont inventé ce concept à C'est un HEP autre Vaud. Ismaël, Marielle. C'est pas Ah, Ismaël, c'est un autre. Mm. Mais d'accord. bonjour Ismaël aussi. Donc oui, je disais, c'est une activité qu'on a du coup empruntée et apprise de HEP Vaud Outdoor, donc nos amis de l'enseignement suisse. Et donc le principe, c'est d'avoir donc avec des cordelettes ou de tracer avec une craie au sol, du coup des sections en fait, donc huit sections, comme si on découpait un gâteau en huit. Et le principe, c'est d'avoir à chaque fois de faire un pas et de regarder à ses pieds. Au deuxième pas, de regarder peut-être à 5 mètres devant soi. Au troisième pas, de regarder à 10 mètres devant soi, à 1 kilomètre, puis à 100 kilomètres. Donc on imagine très bien qu'on ne voit pas à 100 kilomètres. Mais à travers aussi cette restriction, on va dire, de l'observation, on part de qu'est-ce qu'on voit à ses pieds. Donc, on pourrait dire des cailloux, mais après, quand on nous demande de rentrer un tout petit peu plus loin, on observe peut-être autre chose. Il y a peut-être la fourmi entre les cailloux qu'on n'avait pas vu sur le premier. Et puis, en levant au fur et à mesure le regard, ça permet aussi de dessiner un petit peu le paysage. Vu que chacun part dans une direction différente, donc les élèves au début sont tous placés au dos, au centre, et en fait ils vont se déployer à 360 degrés. Donc ça permet de faire une lecture de paysage à 360 degrés sur ce qu'on peut observer. Et après, avec tous les mots qui auront été notés à chaque pas, l'idée c'est de construire un haïku. Donc je crois que ça, pareil, c'est au programme au collège. Mais en tout cas, on peut écrire un haïku ou autre chose, hein, ça peut être un petit poème, mais l'idée c'est de lier tous ces mots et de partir du proche au lointain. Donc à la fin, vous écrivez un texte en commun? Alors chacun écrit son petit haïku à partir de tous les mots. Euh, D'accord. Peut-être, je pourrais envoyer éventuellement Ouais, un euh, exemple. le, un exemple. Ouais. Ce serait super. Merci beaucoup, Marielle. Il y a Sophie qui dit ah oui, qui font des randos comptés avec un élève de maternelle et un élève de CM qui lui donne la main et lit des histoires à différents endroits de la balade. Trop mignon. Et Wow. Fabienne qui dit que le haïku, ça fonctionne également en maternelle. Voilà donc une idée si vous développez lire les sentiers pour les tout petits. N'hésitez pas, il y a plein de gens qui. Ah ouais, alors les haïkus ont des fans, effectivement, c'est très beau. Euh,
Et dans la même idée, on fait souvent des ateliers comme ça d'écriture avec des un peu plus grands, mais l'accumulation comme ça libère beaucoup d'écriture. Le mot sans verbe, c'est vraiment, même après, hein, une bonne idée d'introduction à, à l'écriture tout court. Et donc, des idées d'activités en milieu rural. Est-ce que c'est un milieu avec lequel vous avez aussi un petit peu travaillé dans le cadre du Gers, puisqu'il passe par des zones moins fortement urbanisées? Alors, de temps en temps, oui, on a des. Après, en milieu rural, au final, je pense qu'il y a. Enfin, peut-être vous m'arrêterez hein, si je dis des bêtises, mais au final, dans les activités éducation nature, il y en a un paquet déjà en fait dans le rural d'activités qu'on peut. Parce qu'en fait, la nature, elle est hyper présente et donc du coup, c'est facile de pouvoir aborder différents sujets. Nous, c'est vrai que là où on s'est vraiment attardé, c'est dans l'urbain. C'est là où, dans l'urbain, souvent, on est un peu découragé. Les professeurs se disent, bah oui, super l'école dehors, mais moi, j'ai pas une forêt à côté de chez moi, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que là où nous, on a plus travaillé aussi, et parce que bah, les paysages qui sont situés à côté d'où passe le GR, sont périurbains. Donc, on a quand même C'est plus ça. réfléchi sur le périurbain. Oui, mais il y a aussi du périurbain souvent à la campagne, un petit peu, ça peut arriver. Donc ça peut être des inspirations. Et peut-être Mm. par rapport à ce que vous disiez sur le programme, pardon, le nom m'échappe là tout de suite, avec les terres agricoles, En quête de terre? enquête de terre, peut-être que certains développements au sujet du monde agricole, de la production nourricière pourraient être adaptés en milieu rural notamment, l'enquête auprès des agriculteurs, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des Complètement. spécificités de ces acteurs-là ou des choses que vous avez remarquées qui changent un peu, qui seraient à prendre en compte ou, Bah, de manière globale, de toute manière, les activités qu'on propose pour répondre à la personne qui posait cette question, elles s'adaptent en milieu rural en fait. Enfin, je veux dire, faire décalquer une empreinte de quelque chose en relief ou alors compter des papillons, faire une acrostiche avec le nom de la ville ou rencontrer des habitants. En fait, ça s'applique aussi. C'est sûr que les distances sont peut-être pas les mêmes, je sais pas. Et, alors le projet Enquête de terre, pour le coup, ce qui est assez particulier avec Sainte-Marthe, là, je sais pas si on voit toujours la dernière diapo que j'ai laissée. Oui, on la voit toujours. En fait, c'est assez particulier ce quartier parce que il y a en même temps, enfin, il a un passé donc très agricole. Il a failli avoir une grosse route qui a failli être construite dans les années 90-2000. Au final, le projet a été abandonné et ça a préservé des parcelles agricoles. Mais c'est un quartier en Mhm. fait qui est tout proche de Marseille, où il y a encore, enfin tout proche du centre-ville de Marseille. Je veux dire, il y a des bus, etc. Et en même temps, il jouxte un quartier populaire qui est très urbanisé. Donc en fait, c'est très particulier. On a vraiment l'impression d'être à la campagne. On passe du centre commercial du Merlan, qui est extrêmement urbanisé, à un sentiment de campagne. Et donc du coup, c'était ça aussi, à Mhm. travers ce projet. L'idée, c'était d'explorer justement bah, pour les petits urbains, qui sont souvent assez éloignés, on va dire, du milieu agricole, d'explorer en fait ces questions et puis de découvrir aussi cette partie du territoire qu'ils connaissent pas forcément. Ouais, très bien. Et à ce titre, un participant ou une participante, pardon, parle d'un projet du parc naturel régional des Alpilles qui s'appelle du paysage à l'assiette. Est-ce que comme ça, les PNR, ça fait partie des acteurs avec qui on peut travailler sur la marche? Ça fait partie de vos interlocuteurs? Alors là où on est, nous, on n'a pas forcément ce type d'interlocuteur parce qu'on est très territorialisé, Mm. comme vous l'avez compris. Mais complètement, pour des professeurs, bien sûr, il faut s'appuyer sur ce type d'acteurs territoriaux qui souvent ont déjà en plus des outils éducatifs et qui ont une grande connaissance et qui peuvent vraiment aider un professeur qui aurait envie de mener un projet avec sa classe. Complètement. Mm. Super. Et Magali, est-ce que vous voulez poser votre question ou vous préférez l'écrire? J'attends la question, Magali.
Oui, en écoutant, je me disais que on parlait la dernière fois des aires éducatives et du chemin pour arriver à son aire éducative. Dans ce que vous avez déroulé, il y a plein d'activités comme ça qui peuvent être peut-être même extraites et servir pour une section de 10-15 minutes de marche et ensuite arriver et faire cours ou une classe plus traditionnelle à l'endroit, pardon, à la destination du déplacement. En fait, ça peut aussi être à ce niveau-là. Ah oui, pardon, Magali disait qu'il y avait de belles propositions du PNR de la Sainte-Baume. Donc là, c'est pas très loin aussi. Et oui, à nouveau, donc cette importance de multiplier peut-être les partenaires, les associations, les structures hors éducation nationale pour monter des partenariats intéressants. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette liaison avec l'éducation artistique et culturelle. Du point de vue de la DAC, s'il y avait des conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour demander un accompagnement ou alors en tant qu'enseignant ou en tant que structure, est-ce que vous auriez des choses à conseiller peut-être à ce niveau-là? Alors nous, on a eu la chance d'avoir Fanny Bernard qu'on connaissait et qui a vraiment appuyé le début du projet, qui a vraiment accompagné et qui continue à le suivre avec Nadia Bestein là, pour vraiment chaque année. Moi, je continue à les voir. Je veux dire, ça fait... là, on va entamer la 5e saison de Lire les Sentiers. Wow. Et pour autant, on continue d'améliorer chaque année avec les retours pour être au plus près des demandes de l'éducation nationale, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas enseignante, hein, donc les programmes, je ne les connais pas, et puis ils ont bien changé depuis le temps que j'étais à l'école. Donc du coup, c'est aussi une manière à chaque fois de se remettre à jour, de comprendre comment fonctionne la tête des professeurs et de comment on peut vraiment les aider. Donc c'est vraiment ce lien, il est très important déjà pour les associations qui proposent des activités. Et je pense que oui, les professeurs peuvent vraiment se faire accompagner aussi par ce biais-là. Enfin, j'imagine que toute idée est la bienvenue. Moi, j'en ai Et quelques-unes à vous soumettre, si jamais. allez, Marie. Récemment, ouais, non, je vais aller. Peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je peux peut-être terminer Oui, par oui. ça. J'étais sur. Bon, peut-être tout le monde a entendu parler de la fameuse chouette d'or qui a été enfin retrouvée. Hein. Moi, j'ai découvert l'existence de On est cette. très, très, très fort, Là, vous avez on a- l'impression que je suis hors sujet, mais attendez. La chouette d'or, moi je trouve ça quand même assez fabuleux qu'il y ait eu une sorte de grande enquête complètement délirante qui s'étale sur 30 ans dans toute la France et qui au final par le biais de ces énigmes convoque différents savoirs et compétences puisqu'il faut s'y connaître un peu en géographie, il faut s'y connaître en mathématiques, il faut s'y connaître un peu, savoir manier la langue. Il y a un reportage en ce moment qui explique les dessous de la chouette d'or. Je vous le conseille, je ne sais plus sur quoi il passe, mais c'est assez rigolo. L'idée est de retrouver une chouette d'or. C'était ça l'objectif. Voilà. C'est ça. Caché Voilà, c'était une quelque part. chouette qui a été cachée dans les années 90, enterrée au beau milieu de la France. Et il y avait des énigmes pour la retrouver, 11 énigmes. Et il y a des gens qui se sont passionnés pour retrouver cette chouette d'or. Et elle a été retrouvée au bout en octobre dernier. Et ça va être du coup validé au printemps prochain. Moi, je me dis, mais avec une classe, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une sorte de chouette d'or tout au long de l'année et d'avoir des sortes d'énigmes en fait qui permettraient de valider certaines compétences et à la fin d'aller vraiment la chercher cette chouette, d'aller vérifier en fait et d'aller vraiment au cours d'une course d'orientation vraiment aller pas faire une course d'orientation en l'air quoi, je veux dire y aller vraiment chercher le trésor quoi. Je veux dire, ça ce serait génial. C'est clair. Vous, il vous faudrait un autre animal, la sardine d'or ou quelque chose de marseillais, Ouais, quoi. Ce serait bien. ouais, le gabion d'or. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle idée. Les participants, oui, voilà, donc précise qu'il y a les CPIE locaux qui peuvent être des accompagnateurs très chouettes pour marcher dehors aussi. Donc, ces centres qui regroupent des éducateurs à la nature. Il y a des étudiants en sciences à Montpellier qui accompagnent également ce genre de sortie. À observer une chevêche d'Athéna, c'est elle qui a les yeux d'or. Oui, c'est vrai, c'est poétique en plus. Merci. La LPO du Rhône, merci. Et ah oui, Sophie dit que la chouette d'or, c'est une bonne idée, mais il y aurait un petit peu de travail en amont. Mais c'est bien.
Et puis, bien sûr, Sandy rappelle que ces projets peuvent être accompagnés dans le cadre des projets NEFL. Et enfin, Chavalita rappelle les marches du temps profond, qui sont, je ne sais pas si Marielle, vous en avez déjà fait une, peut-être juste rappeler brièvement, comme ça, si quelqu'un veut en Ouais. organiser une. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a fait avec des enfants, mais on la propose avec des adultes. Là, justement, il va y avoir en avril une marche du temps profond où on va partir depuis les millénaires. En fait, le principe d'une marche du temps profond, c'est que chaque pas égale un nombre X d'années. Et donc, du coup, on part d'un endroit et on décide d'arriver jusqu'à nos jours. Donc, selon combien de kilomètres on divise pour que le pas corresponde à une unité. Et ça permet sur le chemin aussi peut-être d'ancrer certaines connaissances sous la forme d'une frise historique. Mais on avait deux artistes là qui vont reproposer cette marche qui s'appellent Elsa et Caspar Noyon et qui nous ont proposé une marche du temps profond en partant justement de l'Avera, là où on traite beaucoup le pétrole. Le pétrole, ça a à voir avec le temps long aussi. Et la marche se termine sur la plage et on observe le moment où l'humain apparaît, qui est un moment ridicule, qui fait à peine une toute petite plage, et le moment où on invente l'écriture, et le moment où c'est ridicule en fait, on est vraiment tellement rien. Enfin bon, ça remet les choses à leur place. Génial, merci beaucoup. Donc, si on récapitule, on peut s'inspirer de ce que vous faites pour le faire sur son territoire. On peut venir vous voir aux rencontres où vous serez présent pendant la quasi-totalité de l'événement, puisque vous êtes des acteurs et un partenaire phare des rencontres. Et puis, pour ceux qui viennent à Marseille, on peut aussi participer à vos activités en tant que visiteur adulte au cours de l'année. Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part? Of course, oui. Ce qu'on conseille souvent aux professeurs, enfin moi j'adore quand les professeurs ils viennent marcher avec nous aussi en tant qu'adultes, en tant qu'humains, parce que ça leur permet de mieux comprendre notre philosophie et puis après de tirer au mieux pour leur projet ce qu'on va proposer durant la sortie. Et donc là, il suffit de regarder sur le site Bureau des guides du GR 2013 et vous trouverez toutes les prochaines marches. Les marches, ça peut même aider certains professeurs, sans faire forcément appel à nous, à préparer leur propre marche dans leur quartier. Parce qu'en ayant aussi des informations, là je pense à vendredi, bon malheureusement elle est complète, mais par exemple c'est une marche qui se déroule dans le 13e arrondissement de Marseille, des professeurs qui habiteraient là-bas et qui voudraient en savoir plus sur leur quartier pour pouvoir transmettre aux élèves, ça peut être aussi une ressource. On en fait régulièrement. Là, il y en a une en mars aussi à Vitrolles, un professeur qui habiterait à Vitrolles et qui voudrait avoir quelques billes en termes d'histoire territoriale. Il ne faut pas hésiter à venir faire les marches. C'est ça. Et de façon complémentaire, un professeur qui ne serait pas du territoire mais qui s'intéresserait à la méthodologie peut aussi venir regarder ce que vous faites et ensuite de retour chez lui adapter. Voilà. Je précise que le Bureau des guides a une super newsletter, donc une infolettre. J'ai plus la fréquence, mais à chaque fois, je découvre plein de choses quand je la reçois. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Marielle, merci énormément pour cette intervention. C'était super intéressant. J'espère que la marche s'en trouve encore un peu plus renforcée, que pour ceux qui étaient là, vous êtes encore plus convaincus que ça vaut le coup de marcher en classe dehors et que c'est pas du temps perdu, que c'est pas une contrainte. Et que marcher, ça sert à faire des sciences naturelles, mais pas que. La classe promenade, c'est aussi en EAC. Marielle, à bientôt pour les rencontres et encore merci d'être venue. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Je laisse les gens se déconnecter.